contrat. Il va y avoir 3 remarques pour quand par exemple, je relis les contrats. On va noter, premièrement, les choses, ce qui arrive régulièrement, ce qui est illégal. C'est-à-dire, des fois, il va y avoir des mentions qui ne correspondent pas à la législation sur le droit d'auteur. Donc là, on va conseiller à l'auteur ou à l'autrice de demander la suppression de ces mentions-là. Deuxième chose, il peut y avoir des éléments qui sont légaux, mais qui ne correspondent pas aux pratiques habituelles entre auteurs et éditeurs. Donc là, pareil, on va leur signaler de demander la modification de telle ou telle disposition. Et enfin, troisième point, on va leur indiquer où il y aurait une possibilité de négociation. Ça va être sur un nombre assez limité de points, c'est-à-dire le montant de la rémunération de l'auteur, la durée de la cession des droits, l'étendue de la cession des droits et la valoir. Bonjour, nous sommes ravis de vous accueillir. Pouvez-vous vous présenter, s'il vous plaît? Joël Bouvier, je travaille à Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture, l'agence régionale du livre, et j'ai plus particulièrement en charge l'accompagnement des auteurs et autrices qui résident dans la région. Donc, c'est-à-dire romanciers, romancières, mais aussi auteurs et illustratrices jeunesse, dessinateurs, dessinatrices et scénaristes BD. Je travaille au sein de Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture depuis 7 ans maintenant. Et mon travail consiste en ce qu'on appelle l'accompagnement, c'est-à-dire à la fois la promotion des publications des auteurs et autrices de la région auprès des autres professionnels du livre, la gestion des dispositifs d'aide à l'écriture pour les auteurs et autrices, que ce soit en jeunesse, en littérature générale ou en BD, et aussi l'accompagnement sur toutes les questions professionnelles, questions sociales, c'est-à-dire les relations avec l'URSSAF, quel statut, comment on vit en tant qu'auteur, et aussi les questions juridiques, qui sont essentiellement les questions contractuelles, les contrats d'édition pour les auteurs et autrices. Combien gagne un auteur avec un livre? Alors, pour un premier roman, souvent, il n'y a pas d'avaloir. L'avaloir, donc, c'est une avance sur les droits d'auteur que l'auteur ou l'autrice percevra lors de l'exploitation du livre. Cet avaloir, c'est une avance sur les droits d'auteur, mais même si l'ouvrage ne se vend pas à cet auteur-là, l'auteur ou l'autrice conservera cet avaloir-là. Pour un premier roman, c'est rare qu'il y ait un avaloir. On conseille toujours de le demander, puisque ça incitera l'éditeur à faire plus d'efforts de promotion pour être sûr de rentrer dans ses frais. Donc, moi, je conseille systématiquement de demander un avaloir, mais c'est pas garanti de l'obtenir. Ensuite, le pourcentage, le taux de rémunération, on recommande, la revendication des associations d'auteurs, c'est que les droits d'auteur minimum soit de 10% du prix de vente hors taxe du livre. Beaucoup de contrats proposent moins que 10%, 6, 7, 8, 9. On conseille aux auteurs et aux autrices d'essayer de s'approcher le plus possible de ces 10%. Donc, si on vous propose 7, demandez 8. Si on vous propose 8, demandez 9, et etc. Les avaloirs, ça peut aller de 300 € à, pour un auteur ou une autrice très installée, 30 000 €. Jusqu'aux chiffres, je les ai plus en tête, du général de Villiers par exemple, mais voilà, c'était des centaines de milliers d'euros. Mais bon, on est hors de la littérature. Que faut-il analyser dans un contrat d'édition? Alors, la démarche suivante, une fois que le manuscrit, que l'auteur ou l'autrice reçoit une réponse positive de l'éditeur, ça ne veut pas dire encore que c'est acté. Là, à partir de ce moment-là, tout va dépendre des éditeurs ou des éditrices. Il y a une affinité de méthode de travail. Certains éditeurs ou éditrices vont
demander beaucoup de travail, une relecture pointilleuse, des changements de structure. Ça peut être un travail vraiment très long qui peut prendre jusqu'à 1 an, plus d'1 an, et d'autres éditeurs et éditrices qui vont faire que des corrections marginales. Mais une fois que le texte est jugé satisfaisant et qu'il y a un projet de contractualisation entre la maison d'édition et l'auteur ou l'autrice, c'est la maison d'édition qui va soumettre à l'auteur ou à l'autrice un contrat d'édition. Donc l'auteur ou l'autrice, son premier livre, c'est normal qu'on soit assez démuni face à quelque chose qui va faire 30 pages en termes juridiques. Donc il me semble qu'il y a plusieurs choses à faire. La première, c'est de demander une lecture à un confrère, à une consoeur qui a l'habitude des contrats d'édition. Éventuellement, si on a dans notre entourage quelqu'un qui connaît un peu le droit, demander à un juriste ou une juriste, même si c'est pas sa spécialité. Troisième chose, faire relire à un professionnel. Donc nous, on est là pour ça. À Auvergne Rhône-Alpes Livre et Lecture, on relit régulièrement des contrats. D'autres sociétés d'auteurs, comme la Charte des auteurs et illustrateurs, ou la Société des gens de lettres, sont à la disposition des auteurs aussi pour relire des contrats. Il va y avoir 3 remarques pour quand par exemple, je relis des contrats. On va noter, premièrement, les choses, ce qui arrive régulièrement, ce qui est illégal. C'est-à-dire, des fois, il va y avoir des mentions qui ne correspondent pas à la législation sur le droit d'auteur. Donc là, on va conseiller à l'auteur ou à l'autrice de demander la suppression de ces mentions-là. Deuxième chose, il peut y avoir des éléments qui sont légaux, mais qui ne correspondent pas aux pratiques habituelles entre auteurs et éditeurs. Donc là, pareil, on va leur signaler de demander la modification de telle ou telle disposition. Et enfin, troisième point, on va leur indiquer où il y aurait une possibilité de négociation. Ça va être sur un nombre assez limité de points, c'est-à-dire le montant de la rémunération de l'auteur, la durée de la cession des droits, l'étendue de la cession des droits et la valoir. Voilà en résumé les points d'attention, sachant que moi je conseille vraiment à un auteur ou une autrice qui a son premier contrat d'édition entre les mains, de l'envoyer à une société d'auteurs, peu importe laquelle, ou de l'envoyer à nous pour avoir un retour, un commentaire sur ces points-là. Combien d'exemplaires en moyenne sont-ils édités d'un livre? Des moyennes, c'est difficile. En plus, les moyennes ne veulent pas dire grand-chose, mais sur les nombres ça dépend le genre de littérature. En gros, les contrats, ça va être pour un premier, si on reste sur la littérature, un premier roman, ça va être entre 300 et 3000, fourchette large, sur le nombre d'exemplaires. Sachant que c'est pas la même chose si on est en poésie, si on est en littérature jeunesse, si on est en BD, si on est en sciences humaines et sociales, etc. Mais donc cette fourchette 300, ça va être le petit éditeur qui va proposer un premier tirage à 300 ou à 500 pour prendre le moins de risques financiers possible. Et après, les maisons d'édition plus installées qui vont être dès le départ à 1500 ou à 3000. Peut-on vivre de son écriture? Alors, une très faible minorité d'auteurs et d'autrices parviennent à vivre uniquement de leur vente de livres. On peut considérer que certains vivent de leur travail de création, mais ce sera grâce à des activités qui découlent de leurs activités de création. En littérature jeunesse, ce sera les rencontres scolaires rémunérées au tarif de la charte, ce sera les rencontres en bibliothèque, et pour les romanciers, ce sera la même chose, ça va être
les revenus, leurs droits d'auteur qui proviennent uniquement de la vente de livres ne leur permettront pas de vivre. Ce sera les invitations en festival, les tables rondes, les rencontres, les bourses, que ce soit les bourses du Centre national du livre ou les bourses de la DRAC et de la région, pour parler d'Auvergne-Rhône-Alpes. Voilà, éventuellement des contributions, des demandes, des commandes de texte, tout un tas de revenus annexes liés au travail d'écriture, mais qui ne sont pas du pur droit d'auteur. Pour donner un ordre d'idée, si un auteur qui va toucher 10% de droit d'auteur, ce qui est déjà bien, bah, sur un livre qui coûte 10,50 €, enfin 21 €, il va toucher 2 €. Voilà, donc même si, admettons qu'il en vende 5 000, il va toucher 5 000 fois 2, donc 10 000 € pour un roman qui peut demander jusqu'à 3 ou 4 ans de travail. Donc, et c'est pour un nombre d'exemplaires déjà très satisfaisant, très au-dessus des moyennes des ventes. Est-ce une bonne idée d'arrêter son travail pour devenir auteur à temps plein? Bah, ça dépend quelle est la vie qu'on souhaite. Je pense que c'est toujours bien d'écrire, mais après il faut savoir si c'est écrire pour soi, pour ses proches, écrire pour être édité, pour être lu. C'est des choses très différentes. Moi, j'aurais tendance à déconseiller les auteurs, autrices d'abandonner complètement leur autre activité, puisque on est confronté assez régulièrement à des situations sociales très difficiles, hein, avec des auteurs qui peinent à boucler les fins de mois. Désolé. Je vais peut-être attendre qu'il passe, non? Oui. Est-ce qu'il est 15 h là? Ouais. 24. Ah, mais je devais avoir un point, moi. Oui. Je devais avoir un point avec Laurent, mais c'est pas grave. Je reprends? Oui. Oui, situation difficile. Oui. Non, j'aurais tendance à déconseiller à un auteur ou une autrice qui a un métier qui lui permet de vivre au quotidien. J'aurais tendance à le quitter que si vraiment il ou elle est parvenu à établir une activité liée à ses livres, mais qui ne dépendent pas de ses publications. C'est-à-dire quelqu'un qui arrive à mettre régulièrement en place des ateliers d'écriture ou des interventions scolaires fixes avec tel ou tel établissement, tel ou tel centre social. Si quelque chose est déjà avec une base financière assurée, pourquoi pas? Mais je pense qu'il faut être très prudent parce qu'on voit vraiment des auteurs-autrices qui ont renoncé à un métier d'enseignant ou d'enseignante et qui se retrouvent dans des situations sociales très difficiles. Quelle est la moyenne des ventes d'un livre? Parallèlement à l'augmentation continuelle des ventes, de la production, on remarque d'une part une augmentation moins rapide des ventes que celle de la production, donc c'est-à-dire que chaque livre se vend moins, et surtout, phénomène beaucoup plus préoccupant, on s'aperçoit qu'il y a une concentration de plus en plus grande des ventes sur un nombre limité de titres, d'une part, et d'autre part sur un nombre de plus en plus limité de titres. C'est-à-dire que, si on prend la rentrée littéraire de septembre dernier, par exemple, la part des 20 plus grosses ventes occupe la majorité du chiffre d'affaires librairie. Quelques titres, enfin les ventes en librairie se concentrent sur un nombre de plus en plus limité de titres. Une vingtaine de titres sur combien? Sur 400 à peu près, si on compte la littérature étrangère. 400 titres parus sur 2 mois. Et
cette concentration des ventes sur un nombre limité de titres, elle a beaucoup de conséquences, même en librairie, c'est-à-dire que elle implique aussi que les autres livres vont avoir une carrière plus lente, mais surtout plus courte, parce qu'il va falloir laisser de la place aux parutions suivantes. Donc les libraires, au bout de 4 mois, si les livres ils en ont vendu 2, ben, ils vont pas le reprendre, parce qu'il y aura les nouveautés d'octobre, de novembre qui apparaissent, etc. Donc la durée de vie d'un livre en librairie est de plus en plus courte, sauf pour les titres qui marchent. C'est combien la durée de vie d'un livre en librairie? Ben, on voit que pour un livre qui va pas être un succès immédiat, il va avoir, au bout de 3 ou 4 mois, il va avoir disparu de la majorité des librairies. Et il y a quelques librairies qui vont le soutenir parce qu'elles l'ont lu, parce que c'est un coup de cœur, parce que c'est un livre qu'elles souhaitent conserver en fond, mais ça va être une infime minorité de librairies qui vont être concernées. Si vous voulez, je prends un exemple concret. Un livre que j'avais beaucoup aimé à la rentrée de septembre dernier, Derrière la nuit, l'usine de Robert Picamillo, publié à La Fosse aux Ours. Pierre-Jean Balzan de La Fosse aux Ours avait beaucoup misé sur ce livre, avait envoyé une centaine de services de presse, à la fois journalistes, libraires. Il n'y a eu aucun article. Et il y a eu le livre, il a vécu sur des coups de cœur librairies, dans quelques librairies réparties dans toute la France, dans lesquelles il est encore en vente. Mais ça fait 1 millier d'exemplaires maximum de vente en presque 1 an, quoi. Est-ce que... Comment est partagé le prix d'un livre entre auteurs, éditeurs, libraires, imprimeurs? Alors, déjà en préalable, tout ce que je vais vous dire, ça va être très théorique, parce que ça va être des moyennes qui veulent rien dire, puisque tout va dépendre, la répartition sera complètement différente en fonction de l'identité de l'éditeur, en fonction du tirage, c'est-à-dire que sur un livre à 5000, tiré à 5000, sur un livre tiré à 500 000 ou sur un livre tiré à 50, ce sera pas la même chose. Cette répartition sera bien sûr très différente, et ça dépendra aussi des ventes. C'est-à-dire qu'entre un livre vendu à 100 exemplaires et un autre à 50 000, tout changera dans la répartition. Mais ce qu'on appelle le camembert moyen, encore une fois, qu'il faut juste avoir en tête, mais il faut savoir que chaque livre étant un prototype, il n'est pas applicable à tous les titres que l'on croise. Il faut l'avoir en tête pour avoir un ordre de grandeur sur l'économie du livre en elle-même. Donc, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, l'auteur, il va avoir autour de 10% du prix de vente public hors taxe. L'éditeur, il va avoir environ 35%, mais de ces 35%, on considère qu'il y a 15% qui va être consacré à la fabrication. Encore une fois, si on fabrique un album BD et c'est pas le même prix que si un roman tout simple, sans illustration, sans texte, imprimé en Lituanie, ou une BD imprimée à Perona, c'est pas le même pourcentage. Donc 10% pour l'auteur, 35% pour l'éditeur, donc 15% consacré au coût de la fabrication, 20% pour le distributeur, diffusion-distributeur, donc c'est-à-dire à la fois celui qui assure la diffusion de l'ouvrage en librairie, c'est-à-dire ce qu'on appelle communément représentant, et le distributeur, celui qui fait les cartons aller, les cartons retour pour les retours, et enfin pour le libraire, 35%. Cette part libraire, elle paraît très élevée, mais elle est vraiment trompeuse quand on sait que le libraire va avoir un loyer, du personnel, et va prendre en charge tous les flux, tous les transports, aller-retour des livres, à la fois les commandes et puis les retours quelques mois, hélas, après la sortie. Peut-on gagner plus d'argent en ne passant pas par les éditeurs traditionnels?
l'inconvénient de s'auto-publier, c'est qu'il va falloir engager tous les frais et qu'ensuite, s'auto-publier, c'est tenable à une échelle locale, comme par exemple, comme font les rues de Lyon, avec quelque chose qui est distribué par les auteurs eux-mêmes auprès des détaillants, de commerçants, pas seulement libraires. Mais pour assurer une diffusion de son ouvrage au niveau national, en librairie indépendante, c'est très compliqué. Ça va passer effectivement par d'autres biais. Ça va être une économie proche de celle des fanzines, par exemple, en musique ou en politique, il y a ça. C'est-à-dire ça va se commander par Internet, par le bouche à oreille, et avec la vente directe sur un certain nombre d'événements. Moi, c'est vraiment pas ma spécialité. C'est à la fois pas mon mode de lecture. Je suis incapable de lire un livre numérique. J'ai une connaissance assez faible du marché du livre numérique. On sait qu'en France, ça a très peu pris. La plupart des éditeurs proposent des éditions numériques, mais ça reste extrêmement marginal dans leur vente. Il y a quelques phénomènes d'auteurs qui sont arrivés en publiant leurs livres en numérique sur un site, sans citer de marque, sur un site très connu, et qui ensuite ont connu un succès et ont même ensuite eu des propositions d'éditeurs classiques. Mais cette vente-là, elle va reposer sur autre chose. En fait, elle va reposer sur une communication qui est la communication des réseaux sociaux. Donc avec une promotion, la création d'une communauté et une communication virale, si vous voulez, qui peut être valable qui peut fonctionner sur des titres particulièrement en phase avec des attentes, avec des communautés identitaires, quelle que soit l'identité qui va relier ces communautés. Comment évolue le marché de la librairie ? Ouais, je pense que, moi je me réjouis de l'abondance. La France est un pays quand même, grâce à la loi sur le prix unique du livre, un pays qui est arrivé à préserver ses librairies indépendantes. Et effectivement, c'est une bonne nouvelle pour les auteurs, c'est une bonne nouvelle pour les éditeurs, puisque hormis les grands canaux médiatiques, la librairie indépendante reste quand même un des principaux prescripteurs de lecture, et donc permet à des auteurs ou autrices entre guillemets fragiles de trouver leur public. Donc c'est fondamental qu'il y ait des librairies indépendantes. Et en plus, ces libraires indépendants, ils ont tendance à faire des choix, si à cause des tailles des locaux réduites, ils doivent faire des choix, et souvent ils font des choix subjectifs qui correspondent à leur identité, à la défense de maisons d'édition plus fragiles, d'auteurs plus fragiles. Donc je pense que cette vitalité de l'édition indépendante, de la librairie indépendante, elle est fondamentale pour le maintien d'une grande biodiversité à la fois éditoriale et à la fois dans la création, dans les œuvres des auteurs et autrices. Et par contre, il faut bien avoir conscience que l'économie, pratiquement tous les échelons de la chaîne du livre sont très fragiles, avec des économies très fragiles. Toutes les librairies indépendantes qui sont ouvertes, où c'est une ou deux personnes, il faut savoir que les gérants, en général, ne gagnent moins que le SMIC, ont des revenus qui sont en moyenne inférieurs au salaire minimum, pour des journées de travail plus proches des 70 heures que des 35. Des semaines de travail plus proches des 70 heures que des 35. Quels sont les besoins d'accompagnement d'un jeune auteur ? Alors, ils sont assez nombreux. Déjà, c'est toutes les questions sociales, les relations avec l'URSSAF et les questions juridiques sont des choses qui découvrent, donc assez
assez nébuleuse. Donc, une de nos missions, c'est effectivement d'apporter des éclaircissements à ces jeunes auteurs et à ces jeunes autrices. Et puis, l'autre gros volet, ça va être quelque chose de lié à la réalité de l'économie du livre aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on est dans un monde où dans une période de surproduction éditoriale, donc avec énormément de livres qui sortent par an, par jour, etc. Et donc pour chaque auteur ou chaque autrice, il y a une vraie difficulté que leur ouvrage rencontre le public. Et c'est quelque chose d'assez paralysant pour un jeune auteur ou une jeune autrice, de se dire, je suis un titre parmi les 500 de la rentrée littéraire. Comment ce livre, sur lequel j'ai travaillé 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, va trouver sa place auprès des libraires, dans un premier temps, c'est un échelon, un passage fondamental, et ensuite auprès des lecteurs. Comment procède un jeune auteur pour se faire publier ? Bon, pour la recherche d'éditeurs, on sait que c'est très compliqué. Il faut savoir qu'on considère qu'à peu près 1% de la population française adulte écrit. Donc, même si on est dans une période de surproduction, malgré tout, la majorité des gens qui écrivent ne vont pas trouver l'éditeur. Donc, cette recherche d'éditeur, elle est ardue. On peut peut-être commencer par un préalable, c'est que j'aurais tendance à déconseiller l'édition à compte d'auteur, puisque l'auteur va payer lui-même une structure qui va se revendiquer maison d'édition, mais qui n'en est pas une, pour éditer quelques exemplaires du livre, mais il n'y aura ni distribution, ni diffusion, et l'ensemble des ventes de livres reposera uniquement sur l'auteur. C'est l'auteur qui fera le travail d'éditeur, de distributeur, de diffuseur, et de plus, son œuvre ne sera pas distribuée en librairie, puisque ni soutenue par les institutions telles que le CNL, qui ne reconnaît que l'édition à compte d'éditeur. Donc première chose, il me semble qu'on peut inviter les jeunes auteurs et autrices à proscrire le recours à l'édition à compte d'auteur. Si on ne parvient pas à trouver un éditeur, l'auto-édition peut être un choix respectable, sachant que là encore une fois, il n'y aura pas de versement à une structure qui ne fera pas grand-chose, mais il faudra prendre en charge l'élaboration, la fabrication et la distribution du livre soi-même. C'est respectable, c'est là non plus pas reconnu par les institutions, ni par le CNL, ni par les principaux financeurs de la chaîne du livre, ni par les libraires, mais c'est une démarche respectable. Donc l'idéal, c'est de trouver une édition dite à compte d'éditeur, avec un contrat d'édition, au cours duquel l'auteur ou l'autrice cède ses droits à un éditeur, charge ensuite à lui d'assurer la fabrication continue de l'œuvre, sa distribution, sa diffusion et sa promotion. L'auteur ou l'autrice, il va être avec son texte fini et il va se poser la question, comment je contacte un éditeur ? La première démarche déjà, c'est de faire lire l'œuvre par des tiers, la faire corriger, arriver à un ouvrage propre, prêt à être lu par un professionnel. Si l'auteur ou l'autrice a un grand lecteur ou une grande lectrice dans son entourage, c'est un plus, peut donner un avis, faire des suggestions, des corrections. Enfin, en tout cas, dans un premier cercle personnel, enfin presque intime, un peu au-delà de l'intime, c'est de faire relire son texte pour arriver à quelque chose prêt à être soumis à un professionnel. Ça, c'est la première chose. Ensuite, il va falloir chercher des éditeurs, des maisons d'édition susceptibles d'accueillir ce livre. La meilleure solution, c'est d'aller dans une grande librairie où il y a un fonds conséquent et de chercher les ouvrages qui vont se rapprocher le plus de l'œuvre que l'on a écrite, noter ces noms d'éditeurs, d'éditrices, et ensuite leur écrire avec une lettre brève, soignée,
présentant à la fois l'œuvre et en quoi cette œuvre, elle trouverait une place chez cet éditeur-là. Il ne faut pas que l'éditeur ou l'éditrice qui reçoive ce courrier, ce manuscrit, ait le sentiment qu'on s'est adressé à lui par hasard. Plusieurs auteurs, comme Camille Laurence, entre autres, recommandent, dites, pour choisir votre éditeur, regardez dans votre bibliothèque de quelle maison d'édition vous avez le plus de livres. C'est-à-dire que vous allez demander à un éditeur ou à une éditrice de prendre du temps pour lire votre livre. Donc la moindre des choses, c'est que vous, avant, vous ayez pris le temps de découvrir un catalogue, de lire les livres publiés par cet éditeur-là. Une maison d'édition, en général, c'est quelque chose de difficilement définissable, mais on peut dire qu'il y a un climax, qu'il y a quelque chose dans une maison d'édition où on reconnaît une certaine identité. Et il faut que l'œuvre que l'on a écrite colle quelque part avec cette identité-là. Est-ce plus difficile d'être auteur aujourd'hui? Je pense qu'il est, encore une fois, tout ça, vu le contexte de surproduction éditoriale, qui implique la concentration des ventes sur un nombre de plus en plus limité de titres, donc des revenus pour chaque auteur et autrice de plus en plus faibles, des avaloirs de plus en plus faibles, c'est flagrant en BD et en littérature jeunesse, et puis un nombre de plus en plus important d'auteurs et d'autrices. Oui, je pense qu'il est plus difficile de vivre de son métier d'auteur ou d'autrice aujourd'hui qu'il y a 15 ans. C'est peut-être plus facile qu'il y a 50 ans, mais parce que là, il y avait très peu de gens qui vivaient de ça. Quel serait votre conseil à un auteur débutant? Face à des jeunes auteurs ou autrices, la première chose, déjà, ce serait peut-être de les encourager à écrire. Parce que, quel que soit le devenir de leur création, je pense que c'est sain. Surtout, on a tous des activités qui sont assez dématérialisées. Et l'écriture, malgré tout, reste une activité très matérielle, une forme de création, une forme d'artisanat. Donc je pense que, ne serait-ce que pour leur équilibre personnel, je leur dirais je les encouragerais à écrire. C'est la première chose. La deuxième, c'est d'avoir conscience qu'il est difficile de se faire éditer, de trouver un éditeur. Donc, de garder toujours cet élément-là à l'esprit, que bien sûr l'édition et rencontrer un lectorat très large peut être un aboutissement, mais que l'écriture en elle-même a une valeur malgré tout. Est-ce qu'il y a un déclin de la lecture? Je préfère pas me prononcer sur cette question-là. Les études, vous les avez lues comme moi, les études du ministère tentent à prouver que les gens lisent de moins en moins, lisent de moins en moins de livres. Mais après, je pense que c'est notre travail à tous d'expliquer que le livre, qu'on peut tout à fait vivre sans lire, mais que c'est quand même moins bien, et que les bénéfices de la lecture, ce que peut apporter la lecture, aucune autre forme de création ne peut l'amener. En neurosciences, c'est assez flagrant, c'est-à-dire que la lecture, et même la lecture de romans, implique un développement qui peut pas être remplacé par autre chose. Dans un monde dans lequel on est de sursollicitation, de perte d'attention, d'affaiblissement de la mémoire, je pense que la lecture est vraiment la forme de création qui peut le mieux répondre aux inconvénients que nos modes de vie génèrent. Les agences régionales du livre sont-elles impactées par les baisses de budget culturel?
Je pense que pour le livre, la principale inquiétude actuellement, c'est sur les festivals. Les festivals littéraires, on l'a vu avec la disparition de Bron en début d'année. Les festivals dépendent, en tout cas tels qu'ils sont conçus aujourd'hui, très majoritairement de l'argent public. Ces subventions n'augmentent pas, restent stables, alors que les coûts que doivent supporter les festivals explosent. Que ce soit la sécurité, le transport, l'hébergement, les fluides, les masses salariales, puisque c'est en général des salaires très proches du SMIC aussi, donc qui ont augmenté en fonction de l'inflation. Donc il y a vraiment eu une grosse crainte sur les festivals, les manifestations littéraires, avec des festivals qui font le choix d'inviter de moins en moins d'auteurs, parce que c'est leur seul poste où ils peuvent économiser un peu d'argent. Et en général, quand on invite de moins en moins d'auteurs, on va plutôt privilégier ceux qui vont, les têtes d'affiche, entre guillemets, ceux qui vont assurer une fréquentation publique conséquente, et donc avoir tendance à éliminer les auteurs et autrices les plus fragiles ou les plus confidentiels. Comment se tenir informé des formations, rencontres, masterclass que vous proposez? Le meilleur moyen pour être au courant mensuellement de nos activités, c'est de s'abonner à notre newsletter. On ne va pas envahir votre boîte mail, puisque c'est une seule newsletter par mois qui reprend nos activités, un certain nombre d'informations en veille. Et puis la deuxième chose, c'est ne pas hésiter à nous écrire. On répond à toutes les demandes, des fois avec un peu de délai, mais j'espère pas trop. Que ce soit des demandes de conseils juridiques, sociales, artistiques, professionnels. On essaye de répondre à l'ensemble des professionnels ou futurs professionnels qui nous sollicitent. On organise des rencontres, essentiellement ce qu'on appelle les rentrées, c'est-à-dire les présentations des romans parus ou apparaître sur une période donnée, présentés par leurs auteurs et autrices. Ça, on en organise 3 par an. On organise, oui, un certain nombre de rencontres professionnelles. Et en juillet prochain, comme chaque année, on organise nos rencontres interprofessionnelles du livre, auxquelles sont conviés tous les professionnels, mais toutes les personnes intéressées par ces questions. Et cette année, le thème, ce sera la bibliodiversité. Donc, on vous donne rendez-vous début juillet dans nos locaux à la Villa Gilet. L'intelligence artificielle va-t-elle impacter la chaîne du livre? Chez les traducteurs, chez les correcteurs, moi je pense que, un avis purement personnel, c'est qu'on devrait décider de ne pas l'utiliser, ne serait-ce que pour des raisons de coût écologique que ça représente. Et puis, une œuvre littéraire, c'est avant tout le reflet d'une subjectivité. C'est à partir de ce moment-là qu'elle devient intéressante. Si on y fait rentrer la machine, je pense que tout le monde a beaucoup à perdre. Après, elle est utile. Globalement, le numérique a rigidifié un certain nombre de choses. On le voit dans la librairie. L'informatisation, déjà, qui a déjà maintenant est généralisée depuis une vingtaine d'années. Elle provoque malgré tout une certaine uniformisation des offres, et aussi une gestion plus rationnelle des fonds, mais qui implique aussi, c'est flagrant dans beaucoup de librairies, une diminution de la part du fonds par rapport aux nouveautés, et une réduction de la diversité de l'offre.